Ma nièce a articulé sans un bruit, les ordures, c'est dehors. Pendant que tout le monde souriait en coin, j'ai hoché la tête, pris la main de ma fille, et je suis parti sans un mot. Maman a envoyé un texto, virement mensuel aujourd'hui. J'ai répondu, plus mon problème. Le message du lendemain a renversé la situation. La salle à manger est tombée dans le silence, à l'exception du tintement des couverts contre la porcelaine. Ma nièce Olivia, 17 ans et dégoulinant de cette cruauté que seuls les adolescents peuvent perfectionner, s'est penchée en arrière sur sa chaise, avec un sourire en coin qui m'a retourné l'estomac. Ses lèvres ont bougé délibérément, formant des mots sans aucun son. Les ordures, c'est dehors. Autour de la table, des visages que j'avais connus toute ma vie reflétaient cette même satisfaction hideuse. Ma sœur, Vanessa, arborait un sourire pincé. Son mari, Kenneth, dissimulait à peine son amusement derrière un verre de vin levé. Même ma mère, Diane, a détourné le regard, soudainement fascinée par le rôti dans son assiette. J'ai senti la petite main de ma fille Emma se serrer dans la mienne. Elle avait 8 ans et comprenait plus de choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à comprendre. Le poids de sa confiance pesait sur ma poitrine, plus lourd que n'importe quelle insulte que ces gens pouvaient me lancer. Prête à partir, ma chérie? Ma voix est sortie plus stable que je ne l'aurais cru. Emma a hoché la tête, ses boucles brunes rebondissant. Nous nous sommes levés ensemble, ma chaise raclant le parquet. Personne n'a dit au revoir. Moi non plus. Le trajet du retour a duré 20 minutes, à travers des rues de banlieue bordées de maisons que j'avais autrefois rêvé de pouvoir m'offrir. Emma regardait par la fenêtre, silencieuse, d'une manière qui me brisait le cœur. « Maman, dit-elle doucement, pourquoi il ne nous aime pas? Comment expliquer à une enfant que la famille peut être l'ensemble d'étrangers le plus cruel que vous rencontrerez jamais? Que la richesse crée des gouffres plus larges que n'importe quelle distance géographique. Certaines personnes oublient ce qui est important, ai-je finalement dit. Mais nous, on s'en souvient. C'est ce qui nous rend fortes. » Mon téléphone a vibré alors que nous entrions dans le parking de notre résidence. Le texto de maman brillait sur l'écran. Virement mensuel aujourd'hui. Pendant 3 ans, j'avais envoyé de l'argent à mes parents, 500 € chaque mois, une somme que je raclais sur mon salaire de spécialiste en facturation médicale. Ils me l'avaient demandé pendant une période difficile, quand l'entreprise de papa battait de l'aile. J'avais dit oui, parce que c'est ce que la famille fait, n'est-ce pas? Sauf qu'ils n'avaient jamais mentionné quand la période difficile s'était terminée. L'entreprise de construction de papa avait connu un rebond spectaculaire. Ils avaient rénové leur cuisine, acheté une nouvelle voiture, fait une croisière en Alaska. Pendant ce temps, je mangeais du riz et des haricots pour m'assurer qu'Emma puisse prendre ses cours de danse. J'ai répondu par texto, plus mon problème. 3 petits points sont apparus immédiatement. Ont disparu. Sont réapparus. Finalement. Comment ça? J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai porté Emma, endormie, à l'intérieur. Le lendemain matin, j'avais 17 appels manqués. Je les ai tous ignorés pendant le petit déjeuner et la routine matinale d'Emma. Elle parlait de sa prochaine sortie scolaire, pendant que je lui tressais les cheveux, toutes les deux faisant semblant que la veille n'avait jamais eu lieu. Mon téléphone a de nouveau sonné alors que je déposais Emma à l'école. Le nom de Diane s'est affiché sur l'écran. Contre toute attente, j'ai répondu. Comment oses-tu? Sa voix était cassée par l'indignation. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout. Le mot avait un goût amer. Tu veux dire les chèques mensuels que j'envoie? Ceux que vous utilisez pour des vacances pendant qu'Emma porte des vêtements d'occasion? Nous t'avons élevé, nourri, habillé. Nous t'avons offert un toit. Tu nous dois tout. Quelque chose en moi s'est brisé net, comme un os fracturé depuis des années qui finit par céder. Je ne vous devais rien de plus qu'une gratitude élémentaire pour avoir fait le strict minimum requis par la loi, mais j'ai donné quand même, parce que je vous aimais. Au passé, Diane, ai-je dit. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le travail m'a offert une distraction bienvenue. Jennifer, ma voisine de bureau, m'a apporté un café et n'a posé aucune question en voyant mon visage. Certaines amitiés n'ont pas besoin d'explications. Dure matinée, a-t-elle proposé. Drame familial, ai-je réussi à sourire. Comme d'habitude. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à midi, puis a explosé avec un texto de Vanessa. Maman est anéantie. Papa est furieux. Tu as toujours été égoïste, mais là,
c'est bas, même pour toi. J'ai fixé le message, des souvenirs non sollicités refaisant surface. Vanessa avait été l'enfant prodige depuis sa naissance. D'excellentes notes, un petit ami parfait, l'université entièrement payée. Quand elle avait épousé Kenneth, ils avaient reçu un acompte pour une maison comme cadeau de mariage. Mon mariage avec le père d'Emma m'avait valu une carte et un sermon sur la responsabilité. Après le divorce, quand je m'étais présenté à leur porte avec une enfant en bas âge et 2 valises, papa avait soupiré comme si je venais d'interrompre sa soirée. Il nous avait laissé rester 3 semaines, chaque jour lourd d'un ressentiment tacite, avant de suggérer que je serais plus indépendante dans mon propre logement. J'avais trouvé un appartement, cumulé 2 emplois, et m'étais battu pour atteindre la stabilité, un salaire après l'autre. Et pourtant, quand ils avaient demandé de l'argent, j'avais dit oui. Tu sais ce qui est bas, ai-je répondu. Laisser ta fille adolescente traiter sa tante de déchet pendant que tu souris, lui apprenant que la cruauté est acceptable si la cible est assez pauvre. C'est ça qui est terriblement bas, Vanessa. Sa réponse fut immédiate. Olivia plaisantait. Tu es trop susceptible. J'ai bloqué son numéro et suis retourné au travail. Ce soir-là, Emma et moi avons préparé des pâtes ensemble dans notre minuscule cuisine. Elle se tenait sur un tabouret, remuant soigneusement la sauce pendant que je coupais les légumes. Ces moments valaient plus que n'importe quel dîner de famille dans une maison qui ressemblait à un musée. On peut faire une soirée film ? Demanda Emma. Absolument. Tu choisis. Elle a choisi un film d'animation sur une fille courageuse qui a sauvé son royaume. Nous nous sommes blottis sur notre canapé d'occasion, partageant un bol de pop-corn, et je me suis senti plus riche que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a de nouveau vibré vers minuit. Un numéro inconnu, mais j'ai tout de suite reconnu le style de frappe de mon père. Ta mère est morte d'inquiétude. Appelle-la. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, un courriel inattendu est arrivé au travail. L'objet indiquait, rappel, bilan de performance annuelle, vendredi 14h. Mon estomac s'est noué. Les bilans de performance signifiaient augmentation ou licenciement, et j'avais été tellement surmené ces derniers temps que je n'étais pas sûr de ce qui m'attendait. Le service de facturation médicale avait perdu beaucoup de personnel, nous laissant, les autres, crouler sous le travail. Jennifer a remarqué mon expression. Ça va ? Bilan de performance vendredi. Oh, tout ira bien. Tu es la meilleure que nous ayons, a-t-elle dit avec une telle certitude que j'ai failli la croire. Vendredi est arrivé, enveloppé d'un froid automnal. Je me suis habillé avec soin, avec ma plus belle blouse, celle que je réservais pour les grandes occasions. Emma m'a serré très fort dans ses bras avant l'école, un instinct lui disant que j'en avais besoin. Ma supérieure, Carole Martinez, m'a accueilli avec une expression indéchiffrable. Asseyez-vous. Les 20 minutes suivantes se sont écoulées dans un flot d'indicateurs et de retours. Je retenais mon souffle, attendant que le verdict tombe. Votre travail a été exceptionnel, a finalement dit Carole. Un taux de précision de 98%, le plus élevé du service. Votre efficacité a augmenté malgré le manque de personnel. Elle a fait une pause. Nous vous promouvons au poste de spécialiste senior. Une augmentation de 20%, avec effet immédiat. Le chiffre qu'elle a mentionné m'a mis les larmes aux yeux. Ce n'était pas une fortune, mais c'était une bouffée d'air. C'était la sortie scolaire d'Emma sans avoir à sacrifier les courses. C'était réparer le bruit de cliquetis bizarre de la voiture. C'était la sécurité. Merci, ai-je réussi à dire. Merci beaucoup. En retournant à mon bureau, j'avais l'impression de flotter. Jennifer a poussé un cri de joie quand je lui ai annoncé, et nous avons célébré avec un café de luxe du café d'en face. La promotion a changé les choses de manière inattendue. De petits luxes sont devenus possibles, du vrai café au lieu de l'instantané, remplacer le sac à dos usé d'Emma avant qu'il ne se désintègre complètement, faire réviser ma voiture avant qu'une panne majeure ne survienne. Mais plus que ça, cela a changé la perception que j'avais de moi-même. Pendant des années, j'avais eu l'impression de surnager à peine, à une dépense imprévue de la noyade. Maintenant, j'avais une marge de manœuvre, de quoi respirer. Emma a remarqué la différence immédiatement. Les enfants sont perspicaces, à l'écoute du niveau de stress de leurs parents comme de minuscules baromètres émotionnels. Elle a commencé à mieux dormir, à cesser de demander si nous pouvions nous permettre les choses avant de les demander.
Et son institutrice a mentionné qu'elle semblait plus détendue en classe. Elle avait l'habitude d'avoir cette tension dans les épaules, m'a dit mademoiselle Rodriguez lors d'une conversation informelle à la sortie de l'école, comme si elle portait quelque chose de lourd. C'est parti maintenant. La culpabilité m'a tordu l'estomac. J'avais tant essayé de protéger Emma de nos difficultés financières, mais les enfants absorbent plus que nous ne le réalisons. Mon stress était devenu son stress. Les choses vont mieux maintenant, ai-je simplement dit. Ça se voit. Ce soir-là, j'ai regardé le dossier de dessin d'Emma de l'école. Page après page, des dessins au crayon nous montraient toutes les deux, toujours ensemble, nous tenant toujours la main. Dans les plus anciens, nos bouches étaient des lignes droites. Dans les plus récents, nous avions d'immenses sourires. Une image portait l'inscription « Ma maman est la meilleure », écrite en lettres tremblantes en haut de la page. J'ai pleuré silencieusement dans ma chambre après qu'elle se soit endormie. Ma famille m'avait vu lutter et n'avait rien fait. Pire que rien, ils exigeaient que je leur donne de l'argent dont j'avais désespérément besoin, tout en me traitant comme si je ne valais ni leur temps ni leur respect. La colère, cependant, était utile. Elle m'empêchait de faiblir chaque fois que je pensais à la lettre de Diane qui se trouvait dans mon tiroir. Comme un test que je n'avais pas encore tout à fait réussi. Une partie de moi, celle qui avait été dressée depuis l'enfance à prioriser leurs besoins, voulait aider, voulait être la plus sage, pour prouver que je n'étais pas cruel comme eux. Mais les dessins d'Emma me rappelaient pourquoi je ne pouvais pas. Chaque euro que je leur avais envoyé était un euro pris à ma fille. Chaque sacrifice que j'avais fait pour répondre à leurs attentes avait laissé moins pour ma fille, et ils ne l'avaient jamais reconnu ni apprécié. La semaine suivante, j'ai ouvert un deuxième compte d'épargne, spécifiquement pour les urgences. La conseillère financière de la banque, une femme patiente nommée Margaret, m'a aidé à mettre en place des virements automatiques. Vous vous en sortez très bien, a-t-elle dit en examinant mon budget. Mieux que la plupart des gens de votre âge, surtout les parents célibataires. Vous avez un vrai talent pour la gestion de l'argent. J'ai dû apprendre vite, ai-je admis. La nécessité est une dure maîtresse. Les meilleures leçons viennent souvent de là. Margaret m'a remis des impressions de la nouvelle structure de mon compte. Maintenant, parlons de la planification de la retraite. La retraite. Le mot semblait presque absurde. J'avais été tellement concentré sur la survie au présent que le futur lointain me semblait un luxe hors de portée. Mais Margaret m'a expliqué les plans d'épargne retraite et les intérêts composés, me montrant des projections qui rendaient soudainement l'avenir tangiblement réel. Si vous cotisez seulement 200 € par mois, vous aurez plus de 300 000 € à l'âge de la retraite, a-t-elle expliqué. Plus si vous pouvez augmenter vos cotisations à mesure que votre salaire augmente. 300 000 €, un montant que mes parents dépenseraient en rénovation et en vacances. Et moi, je réalisais que cela pourrait représenter la sécurité pour toute ma vieillesse. Le contraste était saisissant et exaspérant. J'ai quitté la banque avec un nouveau sentiment de détermination. La littératie financière, j'étais en train de l'apprendre, était une forme de pouvoir à part entière. Mes parents avaient de l'argent mais aucune discipline. Ils ne nous avaient rien appris, à Vanessa et à moi, sur la gestion du patrimoine, supposant qu'ils seraient toujours là. Maintenant, ils payaient le prix de cette arrogance. Le travail a pris une nouvelle dimension avec un rôle de supervision. J'avais 3 personnes sous ma responsabilité, toutes plus âgées que moi, toutes initialement sceptiques qu'une personne si jeune puisse diriger efficacement. Les premières semaines ont nécessité une navigation prudente, prouvant ma compétence sans arrogance, et bâtissant la confiance par un suivi constant. L'une des membres de mon équipe, Patricia, était particulièrement difficile. Elle travaillait pour l'entreprise depuis 15 ans et était clairement déçue de ne pas avoir eu la promotion. Je fais ça depuis que tu es au lycée, m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre individuelle, son ton frôlant l'hostilité. C'est vrai, ai-je convenu. C'est exactement pourquoi j'ai besoin de votre expertise. Je peux gérer le côté administratif et les nouveaux systèmes que Carole a mis en place, mais vous connaissez les rouages mieux que quiconque. J'espère que nous pourrons travailler ensemble. C'était sincère, pas de la flatterie. Patricia en savait plus que moi sur certains processus, et je n'étais pas trop fier pour apprendre d'elle. Au cours du mois suivant, nous avons développé une relation de travail fonctionnelle, basée sur le respect mutuel. Elle m'a appris des raccourcis et des connaissances institutionnelles qui n'avaient jamais été documentées. Je l'ai défendue lors des réunions budgétaires, lui obtenant une augmentation qu'elle méritait. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, a admis Patricia un jour au déjeuner.
La plupart des jeunes managers arrivent en essayant de tout changer, ignorant ce qui fonctionne déjà. Je suis trop fatigué pour les jeux d'ego, ai-je dit. Honnêtement, je veux juste que nous fassions tous du bon travail et que nous rentrions chez nous à des heures raisonnables. Elle a ri. Si seulement plus de superviseurs pensaient comme ça. L'efficacité de l'équipe s'est améliorée de manière mesurable. Carole l'a remarqué, ainsi que la direction. À la mi-février, j'étais invité aux réunions des chefs de service, assise à des tables avec des gens qui travaillaient dans l'administration de la santé depuis avant ma naissance. C'était à la fois intimidant et exaltant. Lors d'une réunion, le directeur financier a mentionné les budgets de personnel pour le prochain exercice. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Notre service a besoin de 2 postes supplémentaires, ai-je dit clairement. Nous fonctionnons à 130% de notre capacité, ce qui crée de l'épuisement professionnel et augmente les taux d'erreur. 2 spécialistes de plus réduiraient les coûts des heures supplémentaires et amélioreraient les indicateurs de précision. Le silence s'est fait dans la pièce. J'avais interrompu un vice-président en pleine phrase, ce que les superviseurs juniors ne faisaient généralement pas, mais je m'étais préparé, j'avais les données prêtes, et je refusais de laisser la peur me faire taire. Montrez-moi les chiffres, a dit le directeur financier. J'avais apporté des feuilles de calcul imprimées montrant les coûts des heures supplémentaires, les taux d'erreur corrélés à la charge de travail, et les économies projetées avec un personnel adéquat. Le directeur financier les a étudiés pendant ce qui a semblé une éternité. Approuvé, a-t-il finalement dit. 2 postes à pourvoir d'ici le 1er mars. Carole m'a rattrapé après la réunion. C'était audacieux. Était-ce stupide? Mes mains tremblaient encore sous l'effet de l'adrénaline. Non, c'était du leadership. Vous avez vu un problème, préparé une solution, et vous vous êtes battu pour votre équipe. C'est exactement ce dont cette entreprise a besoin. Le récital de danse d'Emma a eu lieu début février. Elle s'était entraînée pendant des semaines, son visage empreint d'une concentration féroce alors qu'elle répétait la chorégraphie dans notre petit salon. Le récital lui-même avait lieu au centre communautaire. Les familles s'entassaient sur des chaises pliantes pendant que de petites danseuses en costume scintillant attendaient nerveusement en coulisses. Quand le groupe d'Emma est monté sur scène, mon cœur s'est gonflé au point d'en être presque douloureux. Elle était si petite là-haut, mais si confiante, exécutant chaque mouvement avec précision. Vers la fin, elle m'a repéré dans le public et son sourire a brillé plus fort que les lumières de la scène. Après, elle a couru vers moi, encore en costume. Tu as vu? J'ai bien dansé? Tu étais parfaite. Je l'ai serrée fort dans mes bras, sans me soucier que son maquillage ne tache ma chemise. Je suis si fier de toi. Jennifer était venue aussi, apportant des fleurs pour Emma. Future star de Broadway, a-t-elle déclaré, faisant glousser Emma. Nous avons célébré avec une pizza. Nous nous sommes entassés toutes les 3 dans une banquette du restaurant en face du centre communautaire. Emma parlait sans arrêt de la performance, revivant chaque instant, sa joie contagieuse. Ce sont ces moments qui comptent, ai-je réalisé. Pas les dîners chics chez mes parents où chaque bouchée était accompagné d'un jugement. Pas les rassemblements au country club où je n'aurais jamais ma place. Juste de la pizza, des rires, et des gens qui tenaient vraiment à nous. Est-ce que Jennifer peut venir à ma fête d'anniversaire? Demanda soudainement Emma. Je serais honoré, dit Jennifer avant que je puisse répondre. J'apporterai mes fameux brownies. Ceux avec le cœur fondant. Les yeux d'Emma se sont agrandis. Exactement cela. En les regardant interagir, j'ai ressenti la douleur de la perte de ce qui aurait pu être. Si ma famille avait choisi d'être présente dans la vie d'Emma, elle aurait pu avoir des grands-parents, des tantes et des cousins qui l'aimaient. Au lieu de cela, ils avaient choisi de se retirer parce que nous ne correspondions pas à leurs standards. Leur perte était incommensurable, même s'ils ne s'en rendaient pas encore compte. La Saint-Valentin est arrivée avec des cœurs en papier de construction qu'Emma avait fait à l'école. Elle m'en a donné un décoré de colle à paillettes et d'autocollants. Meilleure maman, écrit de sa main soignée. Tu n'étais pas obligé de m'en faire un, ai-je dit, touché. Je le voulais. Tu es ma Valentine chaque année, a-t-elle dit d'un ton neutre, comme si c'était évident. Nous avons fait des biscuits ensemble ce soir-là, la cuisine embaumant le sucre et la vanille. Emma m'a parlé d'un garçon de sa classe qui lui avait donné une carte de Saint-Valentin, et nous avons parlé d'amitié, de gentillesse, et de l'importance de connaître sa propre valeur. Des conversations que je n'avais jamais eues avec ma propre mère,
qui était trop occupée à gérer les apparences sociales pour discuter de quoi que ce soit de réel. Maman, demanda Emma pendant que nous attendions que les biscuits refroidissent, tu penses que grand-mère s'ennuie de nous? La question m'a prise au dépourvu. Nous n'avions pas parlé de ma famille depuis des mois, et j'avais supposé qu'Emma avait cessé d'y penser. Peut-être, ai-je dit prudemment. Parfois, les gens ne réalisent ce qu'ils ont que lorsque c'est parti. Est-ce qu'on est parti? On a tourné la page, ma chérie. Il y a une différence. Elle y réfléchit, son visage sérieux. Il ne me manque pas. C'est mal? Non. Je les serrai contre moi. Tu ne peux pas regretter ce que tu n'as jamais vraiment eu. Ils ne t'ont jamais donné la chance de construire de vrais souvenirs avec eux. Mais j'ai de bons souvenirs avec toi. Et avec Jennifer et mademoiselle Rosa. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Les biscuits ont légèrement brûlé parce que nous nous sommes laissés distraire par notre conversation, mais nous les avons mangés quand même, en riant des bords croustillants. Une imperfection parfaite, comme tout le reste dans notre vie. Mars est arrivé avec une météo imprévisible et la promesse du printemps. Mon téléphone a sonné un après-midi alors que j'étais en pleine réunion budgétaire. Le nom de Diane s'est affiché sur l'écran. Cette fois, j'ai répondu. L'entreprise de ton père a des problèmes, a-t-elle dit sans préambule. Nous avons besoin de 15 000 €. C'est urgent. Non. Un silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Marilyn, comment ça, non? Je veux dire, non. Je ne suis ni votre plan de retraite ni votre fonds d'urgence. J'ai ma propre fille à soutenir. Après tout ce que nous avons sacrifié. Arrête. Ma voix a coupé court à sa protestation. Vous n'avez rien sacrifié au-delà de ce que les parents sont censés faire. Et dès que je n'ai plus pu me permettre les marques de luxe et les adhésions au country club, vous avez clairement montré que je ne faisais plus vraiment partie de la famille. Alors non, Diane. Gérez votre propre crise. Ton père pourrait tout perdre. Alors peut-être qu'il devrait demander à Vanessa. C'est la fille qui a réussi, non? Celle dont vous êtes réellement fier. J'ai entendu son souffle se couper. Comment peux-tu être si cruel? J'ai appris des meilleurs. J'ai mis fin à l'appel et j'ai également bloqué son numéro. Ce week-end-là, Emma et moi sommes allés faire les magasins. Pas dans des friperies ou des rayons de déstockage, mais dans des magasins normaux où les choses coûtaient des prix normaux. Elle a choisi de nouvelles chaussures qui lui allaient bien et un manteau d'hiver qui n'était pas de taille trop grand. Maman, c'est trop, a-t-elle dit, même si ses yeux brillaient d'excitation. C'est exactement ce qu'il faut, ai-je corrigé. Tu mérites de belles choses, ma chérie, et maintenant nous pouvons nous les permettre. Nous avons célébré avec une glace, assise sur un banc devant le centre commercial, tandis qu'un vent d'octobre dispersait les feuilles autour de nos pieds. Le rire d'Emma sonnait comme de la musique. Le solde de mon nouveau compte en banque n'était pas impressionnant selon les standards de Vanessa, mais il était à moi. Construit grâce à des nuits blanches et une budgétisation minutieuse, sans un centime d'héritage ou de soutien parental, et d'une certaine manière, cela le rendait plus précieux que n'importe quel fonds en fiducie. Lundi, un autre numéro inconnu a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Ici Grégory Lawson, a dit une voix masculine que je ne reconnaissais pas, je suis l'avocat de votre père. Nous devons discuter de votre obligation légale de soutenir vos parents. Je n'ai aucune obligation légale, ai-je dit calmement. Ils ne sont ni handicapés ni indigents. Ils sont simplement habitués à dépenser au-dessus de leurs moyens. Les lois sur l'obligation alimentaire ne s'appliquent pas dans cet État, à moins que le parent ne reçoive des aides sociales, ce qui n'est pas leur cas. J'ai déjà vérifié. Ne rappelez pas, le harcèlement a continué sporadiquement. Les amis de Diane m'ont contacté sur Facebook avec des messages inquiets concernant mon abandon de la famille. Les partenaires commerciaux de papa ont envoyé des messages sur LinkedIn, suggérant que j'étais déraisonnable. Même les beaux-parents de Vanessa s'en sont mêlés, des gens que j'avais rencontrés une seule fois. Je les ai tous bloqués et j'ai réglé mes paramètres de confidentialité au maximum. L'école d'Emma a organisé les réunions parents-professeurs en novembre. Mademoiselle Rodriguez, son enseignante de CE2, m'a souri chaleureusement alors que je m'asseyais sur la petite chaise en plastique. Emma s'épanouit, a-t-elle dit. Son niveau de lecture a bondi de 2 classes, et elle participe davantage aux discussions en classe. Vraiment? La fierté a gonflé ma poitrine.
Elle semble plus heureuse dernièrement, plus confiante. Mademoiselle Rodriguez s'est penchée en avant. Quoi que vous fassiez à la maison, ça marche. En rentrant, j'ai jeté un coup d'œil à Emma dans le rétroviseur. Elle fredonnait pour elle-même, complètement contente. Nous n'avions pas d'adhésion à un country club ou de vacances en croisière, mais nous avions la paix. Nous avions l'une l'autre. Et soudain, cela semblait bien plus que suffisant. Thanksgiving approchait avec son appréhension habituelle. Traditionnellement, nous le passions chez mes parents, endurant des commentaires passifs-agressifs sur mes choix de vie entre les plats. Cette année, Jennifer nous a plutôt invités à sa célébration familiale. « Tu es sûr ?» ai-je demandé. « Nous ne voulons pas déranger. »« Vous ne dérangez pas ?» a-t-elle souri. « Vous me sauvez des diatribes politiques de mon cousin. S'il vous plaît, venez. Ma mère fait le meilleur gratin de patates douces de l'État. » Les yeux d'Emma se sont illuminés. « On peut, maman ? » Avec plaisir. La famille de Jennifer nous a accueillis comme si nous en avions toujours fait partie. Sa mère, Rosa, m'a serré fort dans ses bras et a dit à Emma qu'elle lui rappelait Jennifer à son âge. La maison était chaotique, bruyante, et remplie de ce genre de rire que j'avais oublié que les familles pouvaient partager. Personne n'a demandé pourquoi nous n'étions pas avec mes parents. Personne n'a fait de remarques désobligeantes sur mon appartement, ma voiture ou ma garde-robe. Nous étions simplement là, acceptés et appréciés, et le soulagement m'a mis les larmes aux yeux. « Ça va ?» a chuchoté Jennifer pendant le dessert. « Mieux que ça, ai-je dit honnêtement. Merci pour tout ça. » Décembre est arrivé avec ses lumières de fête et une lettre inattendue. L'adresse de l'expéditeur indiquait la maison de mes parents. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais le regard curieux d'Emma m'a arrêté. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, de l'écriture de ma mère. L'entreprise de ton père est en faillite. Nous allons perdre la maison. Vanessa ne peut pas aider. Kenneth a perdu son emploi. S'il te plaît, nous sommes désespérés. Aucune excuse. Aucune reconnaissance de la façon dont il m'avait traité. Juste du désespoir et des exigences. J'ai senti Emma me regarder lire. C'est de la part de grand-mère ? Oui. J'ai plié la lettre soigneusement. Ils veulent de l'argent. Tu vas leur en envoyer. Une question si simple de la part d'une fillette de 8 ans. J'ai regardé ma fille, cette petite personne courageuse qui avait affronté tant de choses sans se plaindre. Non, ma chérie, je ne le ferai pas. Elle est retournée à son coloriage, imperturbable. Cette nuit-là, j'ai rédigé une réponse, non par cruauté, mais par nécessité. Certaines choses devaient être dites clairement, sans place pour l'interprétation. Diane et Raymond, ai-je écrit, sans prendre la peine d'utiliser un maman et un papa. Vous m'avez élevé en me faisant comprendre que les enfants ne doivent rien à leurs parents au-delà du respect de base. Vous avez clairement indiqué qu'une fois mes 18 ans révolus, j'étais livré à moi-même. Vous avez magnifiquement démontré ce principe quand j'ai eu besoin d'aide après mon divorce, et vous l'avez renforcé à chaque réunion de famille depuis. Je ne fais que suivre l'exemple que vous avez donné. Vous m'avez appris que la famille est conditionnelle, que l'amour a un prix, et que certaines personnes sont des ordures qui doivent rester dehors. Ce furent de dures leçons, mais je les ai bien apprises. Débrouillez-vous pour votre faillite de la même manière que je me suis débrouillé pour la parentalité célibataire, seul. Sans soutien familial, par le travail acharné et le sacrifice. Vous y arriverez. Après tout, vous m'avez toujours dit que je n'étais pas aussi forte que vous. Prouvez-le. Et Diane, les virements mensuels que vous attendiez ? J'ai plutôt mis cet argent dans le fonds d'études d'Emma. Elle commencera l'université avec plus de 20 000 € d'économie, car contrairement à vous, je priorise réellement l'avenir de mon enfant. Ne me contactez plus. Je l'ai envoyé avant de pouvoir douter de ma décision. Le matin de Noël, Emma s'est réveillée devant les cadeaux sous notre petit sapin. Rien d'extravagant, des livres, des fournitures d'art, le kit scientifique qu'elle convoitait mais assez pour la faire crier de joie. Nous avons passé la journée en pyjama, à faire des expériences et à lire des histoires, juste nous deux contre le monde. C'est le meilleur Noël de tous les temps, a déclaré Emma, couverte de paillettes d'un projet de bricolage. Oui, je l'ai serré fort dans mes bras. Et pourquoi ça ? Parce qu'on est heureuse, a-t-elle dit, comme si c'était évident. Comme si le bonheur était un choix plutôt qu'une circonstance. Peut-être qu'elle avait raison. Janvier a apporté une nouvelle inattendue.
Carole m'a appelé dans son bureau avec une expression sérieuse qui a fait battre mon cœur. Nous restructurons le service, a-t-elle dit, et nous créons un nouveau poste de superviseur. Je veux que vous postuliez. Moi. Ma voix est sortie plus aiguë que prévu. Mais je ne suis spécialiste senior que depuis 3 mois. Et vous avez déjà amélioré l'efficacité de l'équipe de 15%. Vous êtes une leader née. Carole a fait glisser un papier sur le bureau. La date limite pour postuler est vendredi. Pensez-y, j'y ai pensé pendant environ 5 secondes. Où est-ce que je signe? Le processus d'entretien a été éprouvant, mais j'avais affronté pire. Comparé à la construction d'une vie à partir de rien avec un bambin, les entretiens d'embauche en entreprise étaient gérables. Je me suis préparé minutieusement, j'ai répété mes réponses, et j'ai porté ma tenue de combat, celle que j'avais achetée spécifiquement pour le récital de danse d'Emma l'année dernière. Le jury d'entretien était composé de Carole, du directeur du service, et de quelqu'un des RH que je n'avais jamais rencontré. Ils m'ont posé des questions sur ma philosophie du leadership, la résolution de conflits, et comment je gérerais divers scénarios théoriques. Certaines questions étaient directes. D'autres étaient clairement conçues pour voir comment je gérais la pression. Parlez-nous d'une fois où vous avez échoué et de ce que vous en avez appris, a demandé la représentante des RH. J'aurais pu donner une réponse d'entreprise aseptisée. Au lieu de cela, j'ai dit la vérité. Quand j'ai divorcé, j'ai cru avoir échoué dans la vie, ai-je dit. J'avais une enfant en bas âge, pas d'économie, et j'ai dû retourner temporairement chez mes parents. J'avais l'impression d'avoir déçu tout le monde, surtout ma fille. Mais j'ai appris que l'échec n'est pas permanent, sauf si on arrête d'essayer. Je me suis relevé, j'ai trouvé du travail, je nous ai trouvé notre propre logement. Cette expérience m'a appris la résilience et la résolution de problèmes sous une pression extrême. Des compétences qui font de moi une meilleure leader. L'expression de la représentante des RH s'est adoucie. Merci pour cette honnêteté. Carole a souri légèrement, et j'ai su que j'avais fait le bon choix. Le leadership, ce n'était pas prétendre être parfaite. C'était être authentique et apprendre de ses expériences difficiles. 2 semaines plus tard, Carole a appelé avec la nouvelle. J'avais le poste. Une augmentation de 40% par rapport à mon salaire initial, de meilleurs avantages, et le genre de stabilité que je poursuivais depuis des années. Accepter le poste signifiait faire face à de nouveaux défis immédiatement. Le superviseur précédent avait laissé les choses en désordre. La documentation était éparpillée, les processus étaient incohérents, et le moral était plus bas que je ne l'avais réalisé. Ma première semaine a été faite de longues heures, juste pour comprendre ce qui devait être réparé. Patricia est devenue une alliée inattendue. Après que nos frictions initiales se soient apaisées, elle m'a expliqué les règles non écrites et les dynamiques politiques du service. David de la comptabilité déteste notre service, m'a-t-elle prévenu. Il trouvera n'importe quelle excuse pour rejeter nos demandes de budget. Vous devez tout documenter méticuleusement quand vous traitez avec lui. Pourquoi nous déteste-t-il? Sa femme a postulé pour le poste de Carole il y a des années et ne l'a pas eu. Il lui en veut depuis. Patricia a levé les yeux au ciel. Les politiques d'entreprise sont ridicules, mais il faut savoir naviguer pour réussir. J'ai pris des notes, reconnaissante de ses conseils. C'était une information à laquelle aucun entretien n'aurait pu me préparer. Mon premier grand test est arrivé quand l'un de nos systèmes a planté pendant le traitement de fin de mois. Nous avons perdu 6 heures de saisie de données, et tout le monde a paniqué. Mon ancien moi aurait paniqué aussi. Mais j'avais géré des urgences pires, comme quand Emma avait eu une fièvre de 40 degrés Celsius à minuit et que j'avais dû gérer les visites aux urgences et les refus d'assurance. Ok, voici ce qu'on va faire, ai-je dit calmement à l'équipe. Patricia, récupère les journaux de sauvegarde. Michael, contacte l'informatique et obtient une estimation du temps de réparation. Janet, commence à redistribuer le travail perdu pour que personne ne soit débordé. On travaillera 1 heure de plus aujourd'hui si nécessaire, mais personne ne reste après 18 heures. On rattrapera le reste du travail demain. La crise a été gérée efficacement. Carole m'a prise à part après. Vous êtes resté calme. Ça compte plus que vous ne le pensez. Le superviseur précédent se serait effondré et aurait tout aggravé. J'ai géré de vraies urgences, ai-je dit. Ce ne sont que des données. L'équipe a semblé se détendre après cet incident, confiante que je ne paniquerais pas sous la pression. Lentement,
j'ai mis en place de petites améliorations, une documentation plus claire, des flux de travail simplifiés, de meilleurs protocoles de communication. Rien de spectaculaire, mais l'effet cumulé était significatif. Notre temps de traitement a diminué de 12% dès le premier mois. Les chiffres racontaient l'histoire que les mots ne pouvaient pas. Je compilais des rapports hebdomadaires montrant nos améliorations, m'assurant que Carole et la direction voient les résultats. Ce n'était pas une question d'ego. C'était une question de prouver la valeur du service et de protéger les postes de mon équipe. Emma a commencé à poser des questions sur mon travail. Elle avait toujours su que je travaillais dans la facturation médicale, mais maintenant elle voulait des détails. « Qu'est-ce qu'un superviseur fait ?» a-t-elle demandé un soir pendant que je préparais le dîner. « J'aide mon équipe à mieux faire son travail, je m'assure qu'ils ont ce dont ils ont besoin, je résous les problèmes, et je suis nos progrès. »« Comme quand tu m'aides pour mes devoirs ?»« Exactement comme ça, » ai-je souri. « En gros, je suis une aide aux devoirs pour adultes. » Elle a gloussé. « Est-ce qu'ils ont des étoiles dorées quand ils font du bon travail ? » Non, mais je leur dis qu'ils ont bien travaillé. Tout le monde aime savoir que son travail compte. Ces conversations me semblaient importantes. Emma apprenait l'éthique du travail et le leadership par l'observation. Je voulais qu'elle voie que le succès venait de l'effort et du respect des autres, pas de la richesse héritée ou du fait de rabaisser les gens pour s'élever. Le processus d'embauche pour les 2 nouveaux postes a pris plus de temps que prévu. Les RH étaient lentes, et j'ai dû me battre pour que les descriptions de postes ne soient pas édulcorées pour justifier des salaires plus bas. Nous avons besoin de candidats qualifiés, ai-je insisté lors d'une réunion avec les RH. Cela signifie un salaire compétitif. Si nous proposons un salaire au rabais, nous finirons par embaucher quelqu'un qui partira dans les 6 mois pour de meilleures opportunités. Contrainte budgétaire, a commencé le responsable des RH. Cela nous coûtera plus cher à long terme si nous avons un roulement constant. La formation prend du temps et des ressources. J'ai préparé une analyse coût-bénéfice. J'ai fait glisser des papiers sur la table, canalisant chaque once de confiance que j'avais apprise en regardant des personnes sur d'elles négocier. Finalement, les RH ont accepté ma fourchette de salaire proposée. De petites victoires, mais elles comptaient. Les nouvelles recrues ont commencé fin mars. 2 jeunes diplômés nommés Alexis et Tyler, tous 2 enthousiastes et terriblement jeunes. Avais-je jamais été aussi jeune ? Probablement, même si cela semblait remonter à des siècles. Leur formation est devenue ma priorité. Je me suis souvenu de mes propres débuts dans la facturation médicale, confus et dépassés, et j'ai essayé de créer l'environnement de soutien que j'aurais souhaité avoir. Patricia a aidé, sa patience avec les nouveaux venus me surprenant. Tout le monde a du mal au début, a-t-elle dit à Tyler alors qu'il faisait sa 3e erreur en 1 heure. Une fois, j'ai accidentellement supprimé une semaine entière de réclamations. Il nous a fallu des jours pour nous en remettre. Tu t'en sors très bien. Voir mon équipe se soutenir mutuellement a créé une sensation de chaleur dans ma poitrine. Nous construisions quelque chose de bien ici. Une petite poche de fonctionnalité et de respect mutuel dans la machine de l'entreprise. La fête d'anniversaire d'Emma au parc a dépassé toutes les attentes. 15 enfants sont venus, courant comme des fous dans l'aire de jeu pendant que les adultes supervisaient depuis les tables de pique-nique. Jennifer a apporté ses fameux brownies, comme promis. Rosa est arrivée avec assez de nourriture pour nourrir le double de notre nombre. Je n'ai pas pu m'en empêcher, a ri Rosa en déballant les contenants. Je vois des enfants, je cuisine. Emma était radieuse, entourée d'amis qui l'appréciaient vraiment. Pas de politesse forcée, pas de hiérarchie sociale inconfortable, juste des enfants étant des enfants, jouant à des jeux, mangeant du gâteau et riant sans tenue. Plus tard, après que la plupart des invités soient partis et qu'Emma jouait avec ses nouveaux jouets, Jennifer s'est assise à côté de moi sur un banc. « Tu as construit quelque chose de bien », a-t-elle dit doucement. « Regarde-la. » Elle s'épanouit. « Nous nous épanouissons toutes les deux », ai-je dit. J'ai regardé Emma montrer à Rosa un tour de magie qu'elle avait appris. C'est étrange comme le fait d'éliminer les personnes toxiques fait de la place pour de meilleures personnes. Pas étrange, a dit Jennifer. Naturel. On ne peut pas pousser dans un terreau empoisonné. La métaphore m'a frappé. Ma famille avait été un terreau empoisonné. Leur toxicité s'infiltrant dans tout. Déménager, les couper complètement de ma vie, avait permis à Emma et moi de prendre enfin racine correctement et de grandir vers la lumière. Vanessa m'a envoyé un texto ce soir-là, son premier contact depuis des mois.
J'ai vu des photos de la fête d'Emma sur le Facebook de Jennifer. On dirait qu'elle s'est amusée. J'ai fixé le message, essayant de le décoder. Était-ce une branche d'olivier ou une critique déguisée en observation? Elle s'est bien amusée, ai-je répondu simplement, n'offrant rien de plus. Je suis contente. Les enfants méritent des anniversaires heureux. J'ai posé le téléphone et n'ai plus répondu. Avril a apporté des complications inattendues quand Emma est rentrée de l'école contrariée. Vous l'avez mérité, a dit fermement Carole. N'en doutez jamais. Emma a pleuré de joie quand je le lui ai annoncé. Est-ce que ça veut dire qu'on est riche maintenant? Non, ma chérie. Mais ça veut dire qu'on est en sécurité. Fini de s'inquiéter pour le loyer, les courses ou les frais de sortie scolaire. On pourra toujours faire des soirées pâtes? J'ai ri à travers mes propres larmes. Toujours. Mon téléphone était resté merveilleusement silencieux pendant des mois quand un texto d'un numéro inconnu est apparu. C'est Olivia. J'ai besoin de te parler. Ma nièce, celle qui m'avait silencieusement traité de déchet pendant que tout le monde riait. J'aurais dû bloquer le numéro immédiatement. Au lieu de cela, la curiosité l'a emporté. À propos de quoi? Ai-je répondu. De tout. On peut se voir? Contre tous mes instincts, j'ai accepté un café dans un lieu neutre. Quand Olivia est entrée, elle avait l'air plus petite, moins assurée que l'adolescente méprisante de ce terrible dîner. Merci d'être venue, dit-elle doucement. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'ai failli ne pas venir, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux? M'excuser. Elle a fixé son latin tact. Ce que j'ai dit au dîner. J'ai été horrible. J'ai été horrible. Je suis désolé. Qu'est-ce qui a changé? Grand-mère et grand-père ont dû emménager avec nous. Sa voix s'est brisée. Notre maison n'est pas assez grande. Papa est toujours au chômage. Maman pleure tout le temps, et grand-mère n'arrête pas de dire que tu avais raison, qu'ils auraient dû mieux te traiter. Diane a dit ça? Elle a dit que tu étais la plus intelligente, que tu t'en étais sortie avant que tout ne s'effondre. Des larmes ont rempli les yeux d'Olivia. Je ne comprenais pas avant tout ce qu'ils t'ont pris, à quel point nous avons tous été méchants. J'ai laissé ces mots s'installer. Olivia, j'apprécie tes excuses, ai-je dit prudemment. Mais je ne peux pas t'avoir, toi ou ta famille, dans ma vie en ce moment. Peut-être même jamais. Des années de manque de respect ne disparaissent pas parce que les circonstances ont changé. Je comprends, a-t-elle dit. J'essaie de devenir meilleur. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous nous sommes séparés sans promesse de contact futur. Certains ponts, une fois brûlés, ne sont pas reconstruits. Et c'est très bien comme ça. Le printemps est arrivé avec des fleurs. Et le 9e anniversaire d'Emma. La voir rire avec des enfants qu'il appréciait vraiment ressemblait à une victoire. Elle s'épanouit, a observé Jennifer. Nous nous épanouissons toutes les deux, ai-je convenu. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie, j'ai sorti la lettre de décembre. L'appel désespéré de Diane pour de l'argent, écrit sans excuse ni prise de responsabilité. Je l'ai déchiré en petits morceaux et je l'ai jeté. Le passé ne méritait plus mon énergie. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jennifer. Soirée entre filles ce week-end? Rosa dit que tu dois essayer sa nouvelle recette de margarita. Absolument, ai-je répondu en souriant. Compte sur nous. La famille, avais-je appris, n'était pas une question de sang ou d'obligation. C'était une question de personnes qui se manifestaient quand les choses devenaient difficiles, qui célébraient vos victoires sans ressentiment, qui enseignaient à leurs enfants la gentillesse au lieu de la cruauté. Emma et moi avions trouvé notre famille. Elle ne ressemblait en rien à celle dans laquelle j'avais grandi, mais c'était la nôtre réelle, choisie, et pleine de cet amour qui ne venait pas avec des conditions ou des étiquettes de prix. Et ça, plus que toute vengeance ou justification, c'était la fin heureuse pour laquelle j'avais travaillé depuis le début.